Je cherche la poison, l'effusion, la victoire, la verve et le crachat. L'invention qui me fera pantois. Je marche entre les lits et le ciel me fait la mer. Mon corps est naufragé de toi. Je marche entre les tombes et la terre me fait un toit. Un grand matin de printemps, je rencontrerai ton ombre, ta main sera ma chemise et tes doigts boutons de nacre. Ce sera l'été dans une gare de province. Je dors entre les marches et ris entre les tombes. Je tombe entre les mouches. La mer me fait un lit. Mon corps est dépeuplé de toi et je ne sais pourquoi. Je cherche un autre lit. Les cages thoraciques de notre ami Stéphane ou Timothéo qui a signé? Aujourd'hui, Timothéo. Timothéo. Notre collectif des poètes a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui à la ville non seulement un poète, mais un comédien, voyageur, homme de théâtre et qui se proclame Saint-Armand. Alors voilà, j'ai nommé Stéphane Joris, alias Timothée Ferro. Je pense que je ne me trompe pas. Les marionnettes ont fait le tour du monde et ces voyages m'ont enrichi de mille rencontres, autant d'occasions de réfléchir sur notre existence humaine, souvent précaire, parfois cocasse, mais ce qui rend toujours avec beaucoup de tendresse. Tu as déjà publié une dizaine d'ouvrages, recueil de poésie, réflexions de voyage, mais aussi des essais, avec notamment celui que tu as consacré à Blaise Cendrars. En 88, tu crées avec ton épouse la Compagnie des Chemins de Terre, le projet consistant à proposer des spectacles de on ne compte plus, les pays traversés dont tu nous parles dans Traverser le monde avec un sac de plumes, en 2019, chez les Murmures des Soirs. Ton œuvre est vaste, comme le monde, mais peut-être que tout a commencé avec la lecture que tu fis un jour des récits d'un tout droit. Ça doit être Blaise Cendrars. Aussi, puis-je te demander de débuter cet entretien en nous éclairant sur cette filiation littéraire, puisque, bon, on le sait, tu le considères un peu comme ton père spirituel. Voilà. Mon vrai papa, là, ne vexons pas. C'est mon père spirituel. Donc Blaise Cendrars, c'est un auteur que j'ai découvert, oui, j'avais à peu près 20 ou 25 ans, et j'ai lu d'abord, on m'a lu, la prose du Transsibérien. Et donc, d'une part, je suis tombé dans la poésie, et je suis tombé dans le voyage, et je suis tombé dans l'envie de prendre le Transsibérien. Ce que j'ai fait. Plus tard, en 2012, nous avons fait le voyage à Troyes avec mon père, avec mon fils. Donc, étant à Troyes, on a pris le Transsibérien de Vladivostok jusqu'à Moscou, avec cette magie incroyable du bruit du train qui tremble, et des noms de gares incroyables. Si je peux, on fait des lectures. Oui, bien sûr. Ou bien je bavarde, ou bien je fais des lectures. Tu bavardes, tu fais tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Tout ce que tu veux. On y va. Tout ce que tu veux. Mais de préférence, oui. Habillé. De préférence habillé. Tu fais. Bon. Je ne sais pas très bien par où commencer, en fait. Tu lances les trucs sur... Oui. Bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, je vais lire un morceau de donc, ce livre-là, le Blaise Cendrars, Brasier d'étoiles filantes, qui raconte l'histoire de Blaise, mais on m'a demandé de la raconter surtout à travers ses voyages, parce que des biographies de Blaise Cendrars, il y en a déjà beaucoup, mais celle-ci devait, ça fait l'objet d'une des premières pages du livre, la carte du monde et des endroits qu'il a visités, où il s'est passé des choses, tout ça. Et donc c'est une collection vraiment faite sur les écrivains voyageurs. Donc voilà, passons à la lecture, c'est un peu plus simple. Là, c'est dans le Transsibérien, puisque lui, alors, Blaise a pris le Transsibérien, un peu par inadvertance. Je vais raconter juste en quelques minutes, un petit morceau de sa vie qui est assez passionnante d'aventure et
je trouve de gourmandise, comment il bouffe la vie, comment il brûle tout ce qui passe à côté de lui. Donc, ce type a 16 ans, ouais, et il a envie de partir, il est un peu rebelle par rapport à sa famille, tout ça. Donc il y a un premier livre magnifique qui s'appelle Vol à voile, enfin, c'est sa première aventure, qu'il raconte beaucoup plus tard. Il a 16 ans, et il sort par la fenêtre, il pique de l'argent dans le tiroir de ses parents, et il monte dans un train, il habite à Neuchâtel à ce moment-là, en Suisse, puisqu'il est suisse d'origine, et il prend le train pour Bâle, la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, dans ce moment-là, Chaux-de-Fonds. C'est là qu'il est né, mais est-ce que je ne suis pas sûr qu'il vivait là à ce moment-là, c'est la seule question. Peut-être... Donc, il prend le train pour Bâle. Comme il a piqué un peu d'argent, il a encore de l'argent pour prendre un autre train qui va de Bâle à Berlin. Il dépasse Berlin. Il reste dans le train. Et puis quand le train s'arrête et que c'est son terminus, il remonte dans un autre train pour Berlin. Il remonte dans le train pour Berlin, et puis il dépasse Berlin. Et il arrive à Munich. Et puis comme Munich a le terminus, il descend du train, il remonte dans un autre train pour Berlin. Et il a fait comme ça 12 fois un parcours en étoile autour de Berlin. Il avait 16 ans. Et il a fini, je ne sais plus dans quelle ville, est-ce que c'est à Berlin même, dans une autre ville, où il dit maintenant je ne sais plus quoi faire, j'ai plus d'argent pour me payer des saucisses, des frites, je ne sais plus quoi faire. Et il est rentré chez lui. Et voilà ce qui l'amène après, c'est que ses parents sont un peu fâchés quand même, sur cette espèce de gamin. Et donc il l'envoie, entre guillemets, en punition, en correction. Il y a un petit boulot qui t'attend chez des bijoutiers à Saint-Pétersbourg, tu vas là-bas à Saint-Pétersbourg. Il est donc à Saint-Pétersbourg en 1905, à l'époque de la première révolution. Il assiste à des trucs assez... Bon, c'est toute l'époque, il y a du sang qui coule dans les rues. Lui, il est coursier et il se balade avec des diamants et des grosses sommes d'argent dans les poches. Il peut rentrer dans les coffres forts des diamantaires. Et puis, il rencontre un bonhomme qui s'appelle Rogovine et qui l'emmène prendre le Transsibérien. Donc là, il a peut-être 17 ans à ce moment-là, mais il prend le Transsibérien là pour aller vendre des armes, des bijoux, des moulins à café, des tas de choses de l'autre côté de la Russie, et de là il continue son voyage autour du monde. Il y a un moment de sa vie qui est assez inconnu, parce qu'il raconte des extrêmes, on ne sait pas très bien, et c'est dans cette période-là qu'il est peut-être passé en Iran, peut-être passé au Canada, peut-être, on ne sait pas très bien. On le retrouve quelques années plus tard, de nouveau en Suisse, où il continue des études, et puis il y aura Paris, New York, tout ça. Bon, ça c'est pour résumer un peu le cadre de la vie de M. Blaise. Je vais prendre mon lunette. Je dis un vieux, hein? Les lunettes, ce ne serait pas inutile. Voilà. Un morceau de ce que moi j'ai vécu sur le Transsibérien. Aujourd'hui, le pied des arbres est couvert de neige, et les champs et les toits. La taïga blanche porte encore mieux son nom ici. Le train change de fuseau horaire et le paysage défile toujours. Toujours des isbas noirs aux fenêtres bleutées, toujours des industries à moitié écroulées, des flaques grandes comme des marais aux couleurs ocre marbré de pétrole rouge, des grandes cheminées et parfois plus d'immeubles. La gare de Semenov affiche une température de 5 degrés. À Nijni Novgorod, la ville qui porte un nom à faire rêver, nous courons sur le quai à la recherche d'une boutique. Nous n'avons plus rien à manger. Nous trouvons 3 hamburgers froids. Bien. Dans le compartiment, nous les dévorons avec un peu de mayonnaise Aeroflot. On en vient à regretter les babouchkas de Sibérie et leurs pirochki fait maison. Khabarovsk, un soleil qui chauffe doucement, un quai énorme, et la voix ferrailleuse de l'annonceuse de gare qui en russe détaille les cigarettes, les destinations, le prénom des provodnitsa, les hôtesses de chaque voiture, l'hommage aux victimes de Staline alors qu'un convoi kilométrique nous écrase les tympans à grands coups d'acier profond, de citernes, de tracteurs, de bétaillères, de gaz russe, de plateaux vides, de charbon lourd, de pétrole qui fume, de colis postaux, de chagrin d'amour et de bennes à sable. Un ouvrier chinois, tout habillé d'orange, passe sous le ventre de notre wagon. Nous avons 20 minutes pour le laisser survivre. Les chats de l'église de l'élévation de la Croix, à Irkoutsk, sont pouilleux, des touffes de poils longs et gris, brouillés, qui attendent la sortie de la messe. Ils assistent à la distribution de pain aux clochards nécessiteux au travers de la grille du cloître. On dirait des tigres boiteux, des lions ancestraux minuscules.
Le jardinier leur lance pour toute pitance un œil glauque sur le monde, puis il empoigne sa brouette dorée pour étaler sa tourbe nègre dans le jardin orthodoxe. Jacques se lèche une patte, se gratte derrière l'oreille et retourne à leur prière, rayée de gris comme costume de bagnard. Nous étions dans le premier train qui contournait le lac Baïkal. On avait orné la locomotive de drapeaux et de lampions, disait Blaise. Blaise, tu aimes tout ce qui disparaît. Ou doit-on croire que c'est ton destin qui t'enlève des mains tout ce que tu aimais? Les fiancés de ton enfance meurent une à une. Lorsqu'il a 7 ans, Blaise s'appelle encore Freddy. Son père a emmené la petite tribu à Naples. Blaise se souvient tout le long du chapitre Naples dans son roman autobiographique Bourlinguer de la petite Helena, qui a le même âge, et partage avec lui la passion des escargots. Il les collecte, il les entasse, il les fout dans leurs poches, les empile dans des bocaux, les bocaux dans les armoires, et apporte de la salade à leur ménagerie secrète. Et voilà qu'un après-midi d'automne, dans le petit jardin d'herbe qui est leur domaine des rois de l'enfance, un coup de fusil maladroit va perdre sa balle dans le corps de la petite fille qui joue au soleil. La première fiancée de Blaise est tuée. Plus tard, en 1906, alors pubère, il vit à Saint-Pétersbourg, dans la Russie tsariste, et fréquente une jeune fille de son âge, Lenochka. Elle est jolie. Ils se plaisent. Ils se côtoient dans le désir adolescent mêlé de l'espoir d'un nouveau monde, plus juste qui sera entre leurs mains, mais un soir. La police vient les arrêter lors d'une réunion secrète à Viborg, à proximité de la frontière finlandaise. Freddy ne doit sa survie qu'à sa nationalité suisse. Lenochka sera exécutée le lendemain. Sa deuxième fiancée est donc assassinée. En 1907, il tombe à nouveau amoureux. Elle s'appelle Hélène Kleinman, vit comme lui à Saint-Pétersbourg, où il est revenu après son voyage en Sibérie, et toujours employé par son diamantaire suisse. La famille d'Hélène l'invite à passer Noël avec eux, plutôt que de retourner chez ses parents en Suisse. L'affaire est faite. Le jeune couple se promet donc une belle histoire. Mais quelques mois plus tard, Freddy doit rentrer chez lui pour voir sa mère malade. Il retourne donc, début 1908, à Neuchâtel, et écrit tous les jours à Hélène. Mais un jour, la lettre n'arrive plus. Que se passe-t-il? Écrit-il à son père. Hélas, elle est morte dans l'incendie de sa maison. Voilà un petit morceau de la Bible sans. Une porte pas, je pense, à ses amis. À ses fiancés. À ses fiancés. Ouais, voilà. Tout le monde finit par mourir, c'est un peu tôt. Hein. C'est un peu tôt. Voilà, est-ce que je lis un autre extrait? Oui. Mais aussi expliquer. Vous avez le temps jusque quand? Expliquer par après comment il se fait que tu sois tombé sur Blaise Cendrars et que ça a été influencé, que ça a influencé. Mais, alors, je ne sais pas, ça ne s'explique pas. Moi, je te dis comment. On m'a lu la prose du Transsibérien et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et une caractéristique importante de Blaise Cendrars, qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est que c'est pas un poète qui vient vous dire c'est très joli les fleurs. Tu vois? Il y en a des poètes comme ça, et c'est la première image qu'on a. On se dit un poète, ah oui, les poètes, ces gens, ils aiment bien les petits oiseaux, ils aiment bien les fleurs. Mais Blaise Cendrars, il dit pas ça. Il dit la locomotive fait du bruit dans mon cœur, oh, ça fait de la fumée, et ça crie, et il y a des gens qui s'entretuent, et une bonne bagarre, ça fait du bien. Ça m'a surpris, quoi. Je pense un peu à Shostakovich aussi. Oui. C'est ce monde industriel. C'est moderne. Très... C'est le 20e qui machinise. Sans pitié. Voilà. Sauf pour les débrouillards comme lui. Oui. Il a perdu un bras quand même. Oui. Les 3 amis. Oui. Les 3 amis. 3 amoureuses. Oui, seulement ça, oui, bien sûr. Mais il trouvait de la poésie dans la guerre, même. C'est incroyable. Bon, ça ne veut pas dire qu'il aimait bien. Non. Voilà, ici, voilà. Te voilà poète sur un champ de bataille. Donc je résume l'histoire, c'est que, bonjour, bienvenue. Il était en France, nationalité française, d'origine suisse, mais nationalité française, et la guerre 14 éclate. Et il se dit, je ne suis pas appelé, pourquoi je ne suis pas appelé à la guerre, moi? Parce que je suis étranger. Donc il s'est engagé lui-même à la Légion étrangère,
Et il a fait des appels avec un collègue dont j'ai oublié le nom, un collègue poète. Ils ont publié des annonces dans tous les journaux parisiens pour dire « Amis étrangers, réfugiés, battez-vous pour la patrie française puisque la France vous accueille ». Et donc il y a eu, paraît-il, plein de gens qui sont engagés pour devenir soldats, pour se battre en 14-18. Et lui a suivi son son idée. Donc, te voilà poète sur un champ de bataille. Que peut faire une plume contre des baïonnettes? Rien. Dieu est absent des champs de bataille et les morts du début de la guerre faisaient des tâches aussi nombreuses mais pas plus importantes que des bouses de vaches dans un pré, dis-tu dans la main coupée. Derrière les paupières, il y a tout un monde. Les vallées, les amis, les paysages, le soleil qui chauffe, les amours, les voyages hors d'ici, l'intouchable Afrique douce, Asie aux yeux tranchés, montagne, neige et blé l'été, les passages au jour le jour, la nuit, les toiles d'araignées d'or et d'argent, les rivières, les chemins à trois ornières, les chèvres à cornes blanches, la ferme au toit de chaume et tous les plats possibles déposés sur la table où l'on voudrait s'asseoir. Le rêve d'éternité, tous les parfums de miel et de savon qu'ont les anges sous les ailes, et puis les monstres aussi que transpire la nuit, portant ces masques de bois sculptés avec un peigne, des hiboux, des yeux de hibou morts, des oreilles de cerf, et cet air attendri qu'ils prennent lorsqu'on les voit. Puis, tu ouvres les paupières et tu reçois le monde en cadeau. Mais le monde est en guerre. Puis tu vois le monde en cendres et tu rouvres ton cerveau. Un jour, une explosion, un obus dans le fracas de tonnerre fait sauter la terre et creuse le champ de bataille. Des corps éclatent, s'envolent, hurlent et disparaissent en sifflant. Nous avions bondi et regardions avec stupeur, planté dans l'herbe comme une grande fleur épanouie, un lys rouge, un bras humain tout ruisselant de sang, dis-tu. En un instant, Blaise a perdu son bras droit, celui qui écrit. La douleur est énorme. Donc il a perdu son bras droit pendant la guerre. Et soit il écrivait de la main gauche, soit il écrivait à la machine. Il y avait une petite Underwood apparemment qui lui servait beaucoup, un petit modèle de voyage. Donc il a continué à écrire. Comme n'importe quel métier, quelqu'un qui perd son bras, on perd son outil principal. Donc ça a fait cette douleur. Voilà pour ce qui est de Blaise, mais quand j'ai fait ce bouquin, c'était une commande de la part de la maison d'édition Transboréale, chez qui j'avais déjà édité celui-ci, Le Triomphe du Saltimbanque, qui est un essai sur mon métier de théâtre de rue. Et puis le directeur de la maison d'édition m'a demandé d'entamer cette collection-là sur les écrivains voyageurs. Donc moi j'ai travaillé sur Blaise Cendrars, d'autres ont travaillé sur d'autres gens. Mais en commençant ce travail, surtout ce qui m'a surpris vraiment, c'est de voir comment ça correspondait à ma vie. Il est né à La Chaux-de-Fonds. À La Chaux-de-Fonds, il y a un festival de théâtre de rue où j'ai été joué 5 ou 10 fois. Ensuite, il a pris le transsibérien. Et quand je travaille sur ce livre-là, moi aussi j'avais pris le transsibérien. C'était une belle surprise. Ensuite, il est allé à New York, ça j'ai pas encore vu New York, mais il est allé vivre à Paris, et puis il est venu à Bruxelles. Il a été figurant au Théâtre Royal de la Monnaie. Formidable. Et évidemment, moi, avec mes spectacles de rue, j'ai joué souvent sur le Place de la Monnaie. Ensuite, il est parti, entre autres, parmi toutes les destinations qu'il a eues, mais au Brésil. J'ai été plusieurs fois jouer au Brésil là-bas. En Bolivie, j'y étais aussi. Bon, il y avait plein de correspondances à Paris, enfin oui, en France, plusieurs endroits sur la carte française. Et donc je me dis, je vais pouvoir, puisque je partage avec lui tous ces endroits, d'écrire et utiliser dans la vie de Blaise mes carnets de voyage, mes descriptions de ce paysage. Donc j'ai fait, entre autres, pour le transsibérien, mais ça vient plusieurs fois dans le livre. Et très belle coïncidence, un jour où je travaillais sur le livre, j'étais en voyage moi-même entre Arcachon et Aurillac, avec ma voiture et ma petite caravane derrière. J'allais au festival théâtre de rue d'Aurillac, qui est un très gros festival là-bas. Et je ne sais plus le nom du bled, je l'ai retrouvé en Dordogne.
Donc je m'installe, moi je vais dormir là, dans ma caravane, et puis je travaille un peu le soir sur l'écriture de ce livre, et j'arrive au moment où il est en train d'écrire Rome. Et Rome est l'histoire d'un député qui venait de Dordogne et qui a été vivre à la Martinique et qui a aidé les esclaves à se révolter. Bon. Et il était originaire d'un village. Bon, d'accord, ok, super, je lis, j'écris un peu, c'est pas mal, c'est intéressant. Et quand je me lève et que je vais déjeuner, je me rends compte que je suis exactement dans le village. C'est là que donc, voilà, petite correspondance qui fait que ça m'a encore attaché un peu à lui. Bon, voilà. Mais alors, pour faire pareil avec mes voyages à moi, je peux peut-être sauter à ce livre-ci. Oui, bien sûr. Vous avez vu? Transition. Donc, celui-ci, c'est celui qui est paru en 2019, qui s'appelle « Traverser le monde avec un sac de plumes » et qui reprend quelques pages de mes carnets de voyage pour... en effet, il y a un fil dans tout le livre qui est une histoire d'amour, qui est une histoire de séparation, tout ça. Mais ça décrit surtout les paysages que j'ai vus. Quand je fais des carnets, c'est pas tellement pour dire « ce matin j'ai mangé du camembert », on s'en fout complètement, mais ce que j'ai vu, les gens que j'ai rencontrés, les émotions que j'ai vécues. Voilà, c'est ça que je veux partager. Bon, on ne va pas refaire la Russie, on a déjà vu Moscou. Grivnier, en Belgique. Je vous amène par là tout de suite. Bon, on va commencer par le premier qui est sur le cercle polaire. Voilà. Rovaniemi, en Laponie. Dans le dernier hamburger McDonald's restaurant posé sur le cercle polaire, on peut voir le Finlandais souriant oublier la neige, oublier les volcans et le goût de la chair. Les familles ici ont le cheveu blanc, la peau tout autant blanche, les chaussures blanches du dimanche et le sourire maillonné. On peut voir un feu de bois crépiter électrique et clignoter de rouge froid entre deux tas de bûches et 4 poupées mortes, épuisées, laponnes en costume de fête. Je suis venu ici jouer pour des bonshommes de neige. La photo du Père Noël, citoyen d'honneur de la ville, trône au milieu de la salle, parrain d'une limonade qui inonde le monde. Par les vitres immenses et givrées, on peut voir la pluie envahir les paysages et faire briller les autobus qui fument. Dans le dernier hamburger McDonald's restaurant posé sur le cercle polaire, on peut avoir l'illusion d'embrasser quelqu'un en mordant dans un sandwich au poulet. C'est bon. C'est rassurant. C'est chaud surtout. Puis on se lève pour quitter ce pays. Grivnier, en Belgique. Car c'est rester qui nous pèse. Les ailes de ciment des maisons que l'on habite sans trop savoir qui les construit. Est-ce un aveugle, un sourd, un ignorant, un plus futé qu'utile, ou si usé, ou si futile, c'est le destin qui fuit et file. Et ces palmes de plomb que nous portons aux pieds, signes plongeurs assassinés entre les coraux gris de nos villes assises. Voilà que le soleil se lève, est-ce un vieillard, un infirme, ou un gai, un plus morose carrosé? Nul ne le dit si nul ne l'ose. Allons en résidence, en ces souvenirs de partance pour les dunes de nos enfances. N'habitons plus, ne fixons rien, et que le ciel soit nos cuisines. Liège, en Belgique. Que sais-tu des départs? Je n'en connais plus rien que la nuit qui précède, l'herbe amère des pleurs et le lierre des bras, le quai tout à coup vide et la perte du plein. Que sais-tu des voyages? Je n'en connais plus rien
qu'un sansonnet perdu entre deux migrations, dont les yeux dans le vague admirent l'inconnu, le froid, le ciel, le sage. Que sais-tu des retours? Je n'en connais plus rien, que la pierre rapportée, la chaleur des corps neufs et nos mains retrouvées. Que sais-tu de l'attente? Je la connais trop bien, et je sais de sa voix que le souffle des jours fait son érosion lente. Sydney, Australie. Est-ce le monde qui s'éloigne ou moi qui me perds en ses plis? Ce qui me reste de lambeaux de chair et de voyage, de dents surcarriées, de lettres et de regards, de paysages décharnés, repart ici en naviguant entre ces robes de voile, et me voilà perdu au milieu des racines, des forêts de discours post-atomatisants, tout nu, dessous la lune obèse et quadrichrome. Je cherche ma maison, je cherche mon abri, je cherche mes chaussures, ce qui me protégera des ronces et des coupures, des cours de la bourse et des engelures, des morsures de pluie et des lendemains froids, ma carapace en mousse, ma couverture en corne, mon habitacle à jour, calendrier de verre où passent les grands soirs comme des oiseaux-mouches. C'est le cockpit en toc où je te survivrai si un jour le soleil laisse fondre tes ombres au midi de nos vies. Je m'arrête au passage et demande à un train. Cette femme de nacre, n'ai-je jamais connu la paix qu'entre ses mains de coquillage? Voilà des extraits donc ça mène de Arkhangelsk en Russie jusqu'au Brésil. Ah, attends, il y a un truc, ça j'aimerais bien dire. Voilà, ça suit la vie. Attention. Au Brésil, devant l'Igreja de Livramento à Recife, Brésil, je boue dans ce potage de mes 1000 racines. Le potin est vivant, le bruit est visible, palpable, invivable. Le glacier sonne à sa cloche de laiton. Les micros des marchands de disques tonitruent et ceux des vendeurs de machines à laver croisent le fer acide, dur, aigu, sucré des commerces de camelotes à un sou, téléphone, chien électrique, ballon, sucette, télé. Une agua de coco se coupe à la machette, et le cri du marchand de soupe « Magusa » fait office de voix du prêtre. Ici, à gauche de l'escalier où mendient d'autres langues, une moto traverse la place, et le soupir des femmes à vendre occupe le pavé. Je ferme les yeux. Je retrouve le Brésil et ses façades criardes, colorées, ensanglantées, ensoleillées de bleu, de rouge, de jaune, et cette foule lascive qui se laisse facilement autant que paresseusement berner. Plus tard, je découvre sur le marché un livret qui raconte l'histoire de Lampion. Qui était Lampion? Un illuminé. Il y a aussi une carte postale des années 30 avec la photo de sa tête coupée par la justice. Je demande au libraire, un petit homme gros, chauve, qui porte une chemise rayée. C'était un révolutionnaire, un terroriste d'extrême gauche. Que cache son chapeau à plumes et ses lunettes en fer? Il me fait une moue. Disons que la police ne l'aimait pas. Lampion était un héros. Un Robin des Bois de la forêt d'eucalyptus et de lianes, un défenseur des santerres parmi les orchidées et les perroquets. Armé d'une pétoire et de pêcheiras, ses sabres à poissons, Virgulino, de son vrai nom, volait aux riches propriétaires pour distribuer aux paysans. En 1929, il attaque avec sa bande de 100 bandits la ville de Queimadas, dans l'état de Bahia. En 1 heure, il coupe le télégraphe, libère tous les prisonniers, emplisse les cachots de policiers et organise pour les habitants une séance de cinéma public. Ordre est donné à ses troupes de ne molester personne. Quand il lève le camp, à 4 heures du matin, Lampion chevauche une mule qu'il renverra à son propriétaire chargée d'un sac d'or. Aujourd'hui, le monde grouille de bandits aux mains blanches, empoisonneurs de poules, assassins, poissonniers ou tueurs de cochons, marchands au prix surfait, employeurs d'enfants blonds, banquiers anonymes ou marchands de canons, vendeurs de camelotes dangereuses à consommer sur place sans poser de questions. Qui s'en occupera? Nous.
les hommes nous regardent. Qui va-t-on lapider? Le voleur, l'inceste, l'injuste, le menteur, le faux, le doux, le trop fort, le trop beau, le bon amant, l'ami trompé, le frère perdu, le comédien, le youpin, le nègre, l'autre, connard d'en face. Nous tenons des pierres entre nos mains et les hommes nous regardent. Et qu'allons-nous construire? Un mur? Un abri, un coin, la cour d'une caserne? Un pont entre deux gares, un abri pour la pluie, une église ou un port, un bordel pour ta sœur? Nous tenons des pierres entre nos mains et les hommes nous regardent. Qu'allons-nous leur dire? Le sac à dos que l'on porte en voyage, ou celui que nous portons depuis notre enfance, devient de plus en plus lourd avec les jours qui passent, les blessures, les combats, les amours déchirés, les désillusions. À moins qu'au contraire, ils ne deviennent de plus en plus légers avec la sagesse qui grandit et nous fait mûrir. La réponse est dans le voyage. La sagesse n'est pas dans le sac, mais au fond de nos yeux qui le regardent. Oui, nous amassons sans cesse des cailloux et des pierres coupantes, des serpents secs et le cadavre des oiseaux que nous aimions. Mais la sagesse nous fait regarder ce sac de plumes avec des yeux nouveaux à chaque instant. Puisse-t-il être imbibé de ce qu'il faut pour le rendre léger? On peut applaudir ça. Ouais. Je vois qu'il y a beaucoup d'illustrations dans le livre. Cela est illustré, oui. Et elles ne sont pas de toi? Si. Ah, mais voilà, c'est ce que je voulais savoir. Oui, mais c'est parce que comme c'est un carnet de voyage, je me disais... Oui, celui-là est illustré avec des dessins réalisés au pinceau et à l'encre. Merci. Et à l'encre noire. Alors j'en profite pour sauter sur un truc, c'est juste une annonce publicitaire au passage. Voilà le dernier objet sorti qui date vraiment d'il y a une semaine. Ça s'appelle Frère Corbeau. Le sous-titre c'est Paysage infini du monde en attendant l'apocalypse. Et tant qu'on parle de dessin et tant qu'on parle de mes carnets de voyage, c'est à nouveau des dessins qui viennent de mes carnets de voyage que j'ai transformés en linogravure. Je fais de la linogravure, on en parlera après en parlant des affiches. De la linogravure, et ici j'en ai rassemblé 40. Ça vous verrez, enfin je vous montre un peu sur la table, mais vous le verrez plus tard, qui ont la possibilité toutes de se combiner gauche et droite, parce qu'il y a chaque fois 3 lignes sur le dessin qui permettent. Et les 40 cartes permettent de faire un paysage, que vous changez comme vous voulez. Voilà, c'est un paysage infini du monde, le titre. Et alors, le texte, c'est sur le verso, il y a toujours une métaphore du ciel. Comme une immense couverture, comme l'habitation des anges, comme le bureau du patron, un point entre 2 aérogares, comme le coin des funambules, comme un fleuve sale qui lave nos batailles, comme le très doux port des amoureux, un océan de cinéma, le ciel comme un ventilateur à plumes. Ça, on va voir après. Alors, ça se termine par un dernier texte qui explique le titre Frère Corbeau. Frère Corbeau qui mangeait de nos tables, qui survolait nos mers, qui savait nos cadavres et nos amours abasourdis. Frère Corbeau, aux becs de lèvres enfarinés, riez, riez. Voici des jours, voici des tombes, voici des enfants qui attendent, des voyageurs de février, des monuments à nos victoires et quelques corps cambriolés. Riez, riez. Voilà. Frère Corbeau. Et alors, de nouveau, on peut sauter l'un à l'autre par des passages subtils. Oui. La linogravure, puisque ce travail-ci est réalisé en linogravure. Depuis 4 ans maintenant, je fais un petit travail de quoi? Comment je peux appeler ça? D'agitation poétique. D'agitation poétique. Dans les endroits où Il y a un agitateur là. Voilà. Exactement. Donc, avec cette technique de linogravure qui me permet d'imprimer une première fois et d'avoir ce graphisme blanc sur noir, je fais des autocollants qui se collent en effet. Je ne suis pas tout seul à coller, il y en a dans la salle ici, hein, je ne citerai pas les agitateurs. Mais avec grand plaisir, je colle tous ces trucs-là depuis
Donc maintenant, depuis 4 ans, il y a des nouveaux autocollants qui sortent tous les mois. Je fais des nouveaux tous les mois. Je ne sais pas, il doit y avoir à peu près 10 000 autocollants collés un peu partout en Belgique et ailleurs, qui sont de la poésie affichée. Alors, j'en lis un ou deux comme ça. Nous ne sommes que peu, à peine 3 gouttes d'eau salée, 3 poussières ou 3 mots griffonnés sur un papier au fond des poches. Si le soleil approche, tout est déjà évaporé. Se battre, se battre, se battre, juste 4 heures du matin. Juste 4 heures du matin. Hein? Alors, à chaque fois, c'est sur un fond. Le fond est un article de presse que je sélectionne pour avoir un accrochage, un accrochage de la réalité au quotidien, parce que c'est un journal, mais aussi à l'actualité. Se battre jusqu'à 4 heures du matin, c'est, comment je l'ai placé sur un article qui parle de la ZAD du côté de Notre-Dame-des-Landes en France. Celui-ci, nous ne sommes que peu, c'est sur un article qui parle de la disparition du permafrost. Alors j'ai fait celui-ci, que je distribue partout, et que je vous demande de distribuer, de coller partout. D'après Google, vous êtes ici. Ça se colle partout où vous voulez. Sachez bien et dites bien, et rendez-vous bien compte qu'on vous surveille tout le temps. Pour le moment, il y a une caméra qui nous enregistre. Hein? Je dis avec la caméra, mais je dis, voilà, on est filmé partout et tout le temps. Je voudrais poser une question. C'est ce côté Ernest Pinault-Ernest qui affiche poésie sur les murs, qui a ce côté-là. Vous parlez d'un grand maître, monsieur, oui. C'est-à-dire que Ernest Pinault-Ernest, oui, je l'ai découvert très longtemps et je trouve fabuleux ce qu'il fait, parce qu'il a aussi cette envie que l'art n'est pas réservé au musée, que l'art n'est pas... Et les bouquins, je dis ça quand je vais dans un atelier. Quand on me demande de donner des ateliers de poésie, c'est très bien, faisons de la poésie, mais je trouve que le bouquin a ses limites, simplement. Donc je n'ai rien contre le livre, et j'en publie, et je trouve ça formidable. Parce que c'est un objet qui fait mémoire. Mais sachons-le, je lis le poème, je suis seul à lire le poème, puis je le range dans une bibliothèque, c'est terminé. Le poème est mort. Et une affiche, combien de lecteurs? Un autocollant, combien de lecteurs? C'est magnifique, la poésie est là pour tout le monde, tout le temps. Et Ernest Pinault-Ernest, c'est le même genre. Il dessine comme au Quattrocento, il est extraordinaire, ce bonhomme. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir ce qu'il fait. Si je te remets sur le fond de ma poche, là. Ah. Tu es poète, vite un verre d'eau, une de mer, pour tes 5 centimes rouge-gorge. Je voyagerai jusqu'à maintenant, et vouloir vivre vaincra. Oui, je n'ai pas tout à fait fini ma mission. C'est comme ça, la fin du détail, que j'ai vu, grâce à cette invitation de Timothée, le nombre incroyable de poteaux qu'il y a dans nos villes, notre soir. Je n'ai jamais remarqué à ce point-là, parce que peut-être que là, on hésite un peu, mais il y a pas trop de derrière. Voilà, remarquez-le. Merci. Alors, il y en a à chaque printemps, pour rebondir sur ça, Philippe, à chaque printemps, j'en publie un qui commence par Tu es poète. De nouveau dans cette idée de distribuer, de dire aux gens, allez-y, faites-le, que chacun puisse... Voilà. Ou penser qu'il peut. Mais oui, mais bien sûr, tout le monde peut le faire, et c'est pas seulement écrit de la poésie. Et celui-là, oui, il y a 2 ou 3 ans, Tu es poète, vite un verre d'eau. Et le verre, l'orthographe n'est pas très précise. Parce qu'il y a un verre, je crois que j'écris avec un S pour dire écrire de la poésie, écrire des vers, mais un verre d'eau, ça marche avec le verre à boire, et puisqu'il y a le rouge-gorge juste après, ça peut être le verre rouge. J'ai beaucoup hésité avec celui-là. Bon, voilà. Philippe. Oui, parce que tu parlais, en lisant tes textes tout à l'heure, tu parlais, je crois que la chute du n'était pas, c'était l'érosion blanche. Mais confrontant le poème imprimé et le poème affiché, est-ce que tu ne risques pas, vu le climat, que tes textes soient altérés par cette érosion? Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Mais tant qu'il y a des lecteurs, il y en a. Mais ça fait partie du jeu, bien sûr, ils seront arrachés. Il y a, en mars prochain, si vous êtes bruxellois, venez voir à la Maison du Livre à Saint-Gilles. Là, je fais une grosse expo avec non seulement les affiches, des banderoles aussi avec des phrases poétiques qui seront affichées dans toute la ville. Il y a une vingtaine de façades qui m'ont été mises à ma disposition, mais des photos aussi de ma réalisation ailleurs. Dans la Maison du Livre, il y a une exposition des photos des endroits où j'ai affiché. Donc il y a
Ce sera l'occasion de voir un peu le travail. Puisqu'on parle des affiches, voici un exemple, il y en a 5 ou 6 autres à côté. Celle-ci, donc chaque fois, la technique est la linogravure qui me permet d'écrire en blanc sur noir et d'avoir un graphisme un peu particulier, de jouer avec la forme des lettres si j'ai envie, et puis d'avoir une enveloppe graphique autour. Voilà, ici c'est une affiche dédiée au clown, au métier de clown, que j'ai fait moi-même pendant assez longtemps. D'où le nez rouge, le profil, et le monde entier. Voilà, le rond rouge. Et je ne peux résister au plaisir de vous lire, parce que ça s'adresse à tous ceux qui se disent artistes ou qui sont artistes, et donc c'est peut-être sa place ici aujourd'hui. Discours sur l'importance des grimaces et des baisers, prix Nobel de clownerie monumentale. Je veux remercier des gens qui sont morts. Il sort la liste de sa poche. Mais ils sont morts. Il jette le papier. Je veux surtout remercier tous ceux qui sont vivants de l'être restés jusqu'ici. Je veux embrasser chacun d'eux, chacun de vous, que chaque œuvre d'art soit un baiser aux êtres vivants et que chaque baiser soit une œuvre d'art pour quelqu'un. Je porte le nez rouge des grands enfants qui saignent, c'est pourtant le monde qui perd son sang. Que chaque œuvre d'art soit un mouchoir tendu aux hommes et que chaque mouchoir tendu soit une œuvre d'art pour quelqu'un. Que faire face à nos blessures? Rire. Mon père me consolait avec une grimace, ma mère avec un baiser doux. Que chaque œuvre d'art soit une grimace au monde, et que chaque grimace soit une œuvre d'art pour quelqu'un. Et que dire face au fusil chargé? Rire. Le ridicule tue, et il n'est pas de notre côté. Il est ridicule de pointer un canon sur quelqu'un qui porte un caillou. Il est ridicule de tuer quelqu'un parce qu'il donne un autre nom au même Dieu que toi. Il est ridicule de hisser un drapeau en jouant de la trompette parce que le soleil se lève. Que chaque numéro de clown soit un miroir tendu aux humains et que chaque visage soit une œuvre d'art pour quelqu'un. Je tenais à ce que tu lises ceci. Oui. Parce que bon, il faut dire aussi que donc, tu as fait tous ces voyages dans les rues, un peu n'importe où, enfin tu t'es attendu, je ne sais pas trop. Oui, en général c'était... C'est prévu. Oui, j'ai joué un spectacle pendant longtemps, qui était un spectacle absolument sans texte. Si, avec un texte en suédois. Et comme je ne parle pas le suédois, c'était très intéressant. C'est pas très compliqué, vous faites comme le cuisinier suédois dans le Pet Show. Et j'ai fait un spectacle qui durait une petite heure, avec et comme c'était international, puisque tout le monde peut le comprendre. Et du coup, en ayant joué à Charleville-Mézières, Charleville-Mézières étant un festival mondial de marionnettes, ça m'a permis de rencontrer des gens du monde entier qui m'ont invité à leur tour chez eux. Donc, à chaque fois, la plupart de mes voyages étaient des invitations pour venir jouer mon spectacle chez eux. Et donc dans la rue, bien souvent, festival de rue, festival de marionnettes, vous pouvez jouer dans la rue. Ce qui me plaît beaucoup, parce qu'on est vraiment dans la rue, là où les cœurs battent, là où il y a des gens pour du vrai, des marchands des 4 saisons, des paumés, des gens, et des riches et des pauvres, des étrangers et étrangers, dans un pays où je suis étranger. C'est ça, voilà. Et donc, demandé de lire ce texte-là, oui. Ce texte-là, oui, parce que c'est pour un peu montrer que tu n'es pas toujours le bienvenu. Parfois, il y a des risques à jouer, à être maintenant, c'est un bon souvenir. dans la rue. Novo Mesto, en Slovénie. Novo Mesto est une petite ville à l'est du pays, sur la route de Zagreb, rendue riche grâce à l'industrie automobile. Le soleil passe entre les jardins inclinés, peuplés de petits cerisiers, de pruniers, de fleurs en bouton, de roses sur la fin
et d'un verre luxueux entre les interstices des clôtures de bois. L'église est perchée sur la petite colline. Un Tintoretto s'y cache. Elle a l'air de prendre un tournant tant le chœur est mal aligné sur la nef. Les 2 canons qui ont servi en 1944 ont survécu aux 10 jours de guerre intestine serbo-slovène. Nicolas portait alors l'uniforme. Il remercie le ciel de la brièveté des combats dans sa région. Sur la place principale, entourée de colonnades, quelques sculpteurs sur bois se défient de talent. C'est là que je dois jouer ce soir. Je les avais vus passer quelques minutes avant de jouer. Le père est comme un ours de foire, poil, force et regard lourd. Le fils, glabre, est sans doute plus fort encore et porte la veste écroulée jusqu'au coude. Ils ont tous deux la peau tannée et le regard très noir. Ce sont des gitans. Je vais jouer dans leur village et j'ignore leur prénom. Le spectacle a déjà commencé, le cercle est fort, il rit beaucoup, et voilà le fils de l'ours qui apparaît en traître derrière moi. Le public voit ce que je devine, sa silhouette crasseuse et encombrante commente tout dans une langue que je ne comprends pas. Puis il s'approche et me pose une question dans sa langue slavonne. Je me sens impuissant, minuscule, étranger sur son territoire, maladroit avec mes petits yeux de marionnette collés sur une cuillère ou un poireau, pour tout dire ridicule, face à la montagne de muscles aveugles et interrogatifs qui sent l'alcool et projette sans doute de me tuer. Le public réagit et répond à ces questions. Il tourne son museau vers eux et grogne. C'est à moi qui s'adresse, pas à eux. Il s'approche même de l'un d'eux pour lancer son poing vers le ciel. Mais un autre, courageux, lui propose d'aller boire une bière au café derrière la scène. La porte se ferme sur un bruit de bataille. Je reprends mon histoire et le public crie à nouveau. Et quand j'aurai salué, que le cercle sera dissous, je me retrouve seul au milieu de la place arborée. Et la porte s'ouvre à nouveau. L'ours est de retour. Il me voit. Sa moustache me sent. Ses yeux se tournent vers moi. Et ses pas, lents et imbibés de Siviec, le vin rouge d'ici, écrasent le pavé luisant. Me voilà seul face à la bête, il s'approche et grogne. Arrivé face à mon petit corps tremblant, il articule quelques mots imbibés. Je ne sais à nouveau pas quoi lui répondre. À court d'idées, je dessine 2 yeux de marionnette sur sa main gauche et lui montre comment il peut faire de sa patte une bouche en levant 2 doigts. Il me regarde, il va me tuer, c'est sûr, je dois compter mes os et écrire à ma mère qu'elle retrouvera mes morceaux sur une place déserte quelque part en Slovénie. Ses yeux sont noirs, profonds, interrogateurs et niais, dangereux et angéliques. D'un seul geste, il ouvre sa chemise et me montre son nombril. Il veut des yeux là. Je les lui dessine, il rit et s'éloigne, fier de sa nouvelle ménagerie de chair. Quant à moi, je crois avoir vaincu un ours avec une marionnette. J'ai pour métier des bouts de verre. Je crois que ce texte conclut avec humour. Ah oui, moi C'est une prestation que nous avons toutes et tous appréciée. Très bien, merci bien. Il y a encore peut-être juste un petit mot sur ce tout oui, dernier bien sûr. livre. Mais c'est très court, parce que celui-ci est sorti il y a 2 semaines. Et c'est sur le même modèle que les autocollants. Un éditeur français a eu l'idée de rassembler, de me demander une vingtaine de phrases courtes d'aphorismes. C'est une collection qui s'appelle Petit Va, à destination de la jeunesse. Et je peux en dire trop que je fais ça pour eux. Aujourd'hui, j'irai acheter un arbre. Peut-on acheter un arbre? Demain, ils me vendront le champ de la grive. Bien sûr. Nagasaki ne profite jamais. On arrête là. On arrête là. Et celui qui donne le titre au livre, l'hindou, mardou, mercredou, jeu doux, ventre doux, ça me doux, doux manche.
voilà, merci beaucoup. Les livres de Timothée sont à votre disposition. Oui, voilà.